Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là. Merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette invitation, à notre invitation de la FNADEPA à cette conférence de presse. Je vous précise évidemment que nous animerons cette conférence de presse avec Annabelle Weck, directrice de la FNADEPA ici présente à mes côtés. Bonjour à tous. Et qu'à deux voix, nous essaierons pendant la demi-heure qui vient de pouvoir vous présenter les meilleurs moments et les meilleures phases de cette plateforme politique que nous avons écrite et dont nous allons vous donner les principales pages. Je vous précise également que vous avez la possibilité tout au long de cette conférence de presse de poser toutes vos questions sur le chat qui vous a été proposé et que nous y répondrons bien sûr dans le temps qui sera imparti à l'issue de cette présentation formelle. La FNADEPA, d'abord en quelques mots très rapidement, vous dire que nous sommes une fédération nationale professionnelle au service de l'amélioration de la qualité de vie des personnes âgées. Aujourd'hui, créée en 1985, nous regroupons plus de 1200 directeurs et directrices d'EHPAD, bien sûr, mais aussi de résidences autonomie, de résidences services, de SIAD, de SAD, de SPASAD et d'un certain nombre de coordinations gérontologiques. Ces 1200 adhérents sont regroupés sur 80 départements de France métropolitaine et nous sommes aujourd'hui forts d'un ancrage territorial très puissant autour de FNADEPA départementales et régionales qui sont porteuses de sens politique et d'ambition très forte pour l'accompagnement de nos aînés. Nous contribuons depuis plus de 35 ans à l'élaboration des politiques qui vieillissent. Alors ce secteur, vous le savez toutes et tous, est un secteur d'avenir. Et ce secteur d'avenir, il convient de le revaloriser de toute urgence. En effet, 21 millions de Français auront plus de 60 ans en 2030. Une loi grand âge et autonomie a été repoussée au terme de la crise sanitaire. Et pour nous, à la FNADEPA, c'est une situation inacceptable parce que notre secteur, ce secteur d'activité, est au bord de la rupture. Je le dis de manière formelle, nous ne pouvons pas nous résigner à ce report de cette loi grand âge et autonomie. Nous ne pouvons pas nous résigner non plus au report d'une grande réforme de ce secteur. C'est la raison pour laquelle nous avons travaillé, œuvré, et nous nous mettons à disposition un certain nombre de documents dans cette matinée. Les tensions, elles existaient avant la crise du Covid. Elles sont encore plus présentes aujourd'hui, et cette crise dure. Vous avez quelques chiffres qui permettent d'illustrer ce préambule, et avec un parti pris que nous avons choisi, qui est celui de se baser sur les 9,2 milliards d'euros qui ont été décrits par le rapport de Dominique Libault il y a maintenant 2 ans. Bien sûr que de nouveaux travaux existent, mais ces chiffres-là sont ceux que nous avons pris comme base de référence sur notre secteur à nous, du grand âge. Alors, si nous vous avons conviés ce matin, et encore une fois un grand merci pour votre présence nombreuse, c'est pour vous associer à notre ambition pour l'accompagnement de nos aînés. Cette ambition, la FNADEPA l'a construite sur la base de 25 propositions concrètes. Évidemment, nous n'allons pas les dévoiler toutes ce matin, nous avons choisi de mettre l'accent sur 10 qui nous paraissent peut-être pas les plus importantes, mais en tout cas les plus évocatrices de nos ambitions. Les autres, les 25 propositions, bien sûr, nous restons à votre entière disposition pour échanger dans les heures et dans les semaines qui viennent avec vous sur la question. Ces propositions, elles sont le reflet d'expérience et d'attente de nos 1200 adhérents. Elles ne sont pas issues de nos esprits, à nous deux, mais elles sont le fruit d'un travail collectif de nos 1200 directeurs et directrices adhérents. Et elles sont construites finalement autour de 3 grands axes, 3 objectifs majeurs. Le premier, c'est soutenir les professionnels du grand âge. Il s'agit là d'une urgence sociale, et Annabelle, dans quelques instants, vous présentera les aspects majeurs de ce premier objectif. Le deuxième, il s'agit d'optimiser le parcours de vie des personnes âgées. Et on est véritablement dans un objectif éthique majeur, et j'aurai le plaisir de vous présenter des propositions que nous avons faites. Et puis le troisième, c'est autour de la gouvernance et des financements des territoires, avec des moyens essentiels et des simplifications indispensables. Voilà pour cette présentation. Annabelle, tu as la main. Merci Jean-Pierre.
Bonjour à tous. Donc, on va vous présenter le premier axe donc, qui est soutenir les professionnels du grand âge, une urgence sociale. Notre secteur fait face à un manque d'attractivité qui est désormais très connu. Les professionnels du grand âge ne sont pas assez nombreux, mais pour ceux que nous avons besoin de recruter, nous peinons à trouver davantage de candidats. Donc c'est un double défi que nous avons à réaliser face à un défi démographique en parallèle qui est celui de l'augmentation du nombre de personnes âgées, puisqu'on sait aujourd'hui qu'un Français sur 3 sera une personne âgée d'ici 10 ans. Pourtant, nos emplois ne sont pas délocalisables, c'est une vraie chance pour l'économie. Et malgré les actions significatives qui ont été mises en place au niveau local, au niveau national aussi par le gouvernement plus récemment, on a encore des difficultés et nous souhaitons mettre en œuvre certaines mesures pour renforcer l'attractivité de notre secteur et permettre de le dynamiser. Notre première proposition, en tout cas celle que nous vous dévoilons en premier lieu, c'est celle d'augmenter bien sûr le nombre de professionnels pour améliorer l'accompagnement des personnes âgées, mais aussi les conditions de travail, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Aujourd'hui, on a besoin d'augmenter le nombre de personnes, de professionnels qui s'occupent des personnes âgées à domicile, en établissement, pour répondre aux besoins des personnes âgées, pour redonner du sens au métier du grand âge, parce qu'on sait que lorsque l'on a plus de professionnels, on a moins de turnover, on a une pénibilité qui est moindre, on a probablement moins d'absentéisme. Et tout ça contribue à la qualité de vie au travail et cela permet également de renforcer l'attractivité. Pour nous, c'est un renforcement pluridisciplinaire qui doit s'engager, bien sûr des soignants, mais aussi des accompagnants. On pense aussi à certains métiers qu'on évoque moins, les ergothérapeutes, les psychologues notamment, qui permettent évidemment d'apporter une plus-value au quotidien dans nos établissements et dans les services. Et puis, l'objectif est également de renforcer l'attractivité médicale au sein des établissements, en permettant par exemple de recruter des médecins coordonnateurs qui soient aussi médecins traitants pour permettre de proposer des postes à temps plein. C'est aussi ça, l'attractivité médicale. La deuxième proposition, c'est renforcer la formation et la qualification des professionnels pour renforcer l'attractivité et la mobilité. Nous avons un nombre de diplômes et de métiers aujourd'hui qui sont peut-être trop nombreux et un certain nombre pourraient être fusionnés notamment par la mise en place d'un socle commun de formation et d'une équivalence entre certains diplômes. L'attractivité passe par exemple aussi par la possibilité de passerelle entre les secteurs, de pouvoir être un jour professionnel à domicile, mais aussi professionnel par la suite en établissement, et pouvoir passer d'un métier à un autre et d'avoir une évolution dans sa carrière. Ces sujets-là méritent évidemment une sensibilité particulière. Nous devons aussi travailler sur l'apprentissage et sur la VAE, et nous proposons différentes solutions dans notre plateforme pour permettre de favoriser la mobilité des professionnels et de décloisonner les métiers. La proposition numéro 5 vise à décloisonner les rémunérations. L'objectif est de permettre de poursuivre la dynamique qui a été lancée par le Ségur de la santé. C'est évidemment une avancée qui est historique et que nous avons largement saluée à la FNADEPA. Toutefois, il reste encore des trous dans la raquette, si vous me permettez l'expression, puisque les professionnels du domicile, les professionnels des résidences autonomie notamment, ne bénéficient pas de ces augmentations et on commence à voir une fuite en avant des professionnels de ces structures notamment vers les EHPAD ou vers les hôpitaux. Il ne s'agit pas en effet de créer une concurrence malsaine entre les structures. C'est la même chose d'ailleurs pour la prime grand âge qui n'existe actuellement que pour les professionnels du secteur public. Nous souhaitons donc pouvoir remettre à plat l'ensemble des dispositifs, étendre le Ségur et étendre également la prime grand âge aux professionnels du secteur privé. Enfin, la proposition numéro 9, il s'agit de changer le regard de la société sur le grand âge par une communication inclusive. L'objectif, c'est de mettre en place une grande campagne de recrutement. Nous avons évoqué depuis plusieurs années notre souhait de mettre en place une campagne forte dans la presse grand public, dans les télévisions, sur les réseaux sociaux, de sorte que tout le public, y compris les plus jeunes, soit touché par l'intérêt de nos métiers. On a souvent fait référence aux campagnes de l'armée de terre qui parlent à tout le monde et qu'on a tous en tête. Ce sont des spots publicitaires qui doivent pouvoir être diffusés largement, qui doivent pouvoir valoriser l'intérêt de nos métiers, l'utilité sociale de nos métiers, notamment de ceux du domicile qui sont aussi très peu connus, pour changer également le regard sur le vieillissement.
Et enfin, parce que l'image médiatique a un poids important sur le regard que l'ensemble de la société porte sur le vieillissement, nous souhaitons que le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, puisse mettre en œuvre une charte pour permettre de mieux représenter, de davantage représenter les personnes âgées, notamment à la télévision, mais plus largement dans les médias. Jean-Pierre, je te passe la parole. Merci Annabelle. Pour le deuxième axe. Le deuxième axe, en effet, de notre présentation ce matin, c'est autour de l'optimisation des parcours de vie des personnes âgées. Et, ça fait finalement largement écho avec ce que vient d'évoquer Annabelle, c'est-à-dire autour de l'action de l'éthique et autour des sujets majeurs aujourd'hui dont on voit bien qu'ils interrogent largement la place de nos aînés dans la société. Rappelez, le chiffre a été évoqué tout à l'heure, effectivement, on y est en tous les cas, que 3 millions de personnes de plus de 70 ans sont hospitalisés au moins une fois par an en service de soins aigus. C'est-à-dire qu'ils sont hospitalisés pour des mauvaises raisons. Ils sont hospitalisés pas parce qu'ils sont malades, ils sont hospitalisés parce qu'effectivement, il y a des logiques aujourd'hui de construction à trouver. Donc il faut, mais là aussi nous le disons depuis fort longtemps, décloisonner les politiques vieillesse et les structures entre elles. C'est une nécessité aujourd'hui parce que, effectivement, c'est ce qui permet d'apporter des réponses personnalisées en lien avec les attentes et les besoins de nos aînés d'aujourd'hui et de ceux de demain. Et ces décloisonnements doivent s'opérer dans des logiques gagnant-gagnant entre l'ensemble de ces acteurs, là encore une fois, au profit des personnes âgées d'aujourd'hui et de demain. Alors, nos propositions sur cet axe-là, évidemment, la première, c'est la numéro 10, la proposition numéro 10 parmi les 25. Il s'agit pour nous d'impliquer davantage la personne et ses proches dans les décisions, dans les prises de décision. On voit aujourd'hui à quel point la question de l'expression de la citoyenneté de nos aînés interroge, interpelle. Elle interpellait, elle interrogeait déjà sans doute avant la crise Covid, mais elle interroge encore plus aujourd'hui. Et sans doute que dans cette crise qui est d'avant tout sanitaire, la réponse éthique est majeure. Il convient pour nous de réaffirmer la pleine et entière citoyenneté des personnes âgées, quel que soit leur lieu de vie, encore une fois, quel que soit le domicile dans lequel ils résident, et quel que soit le domicile qu'ils ont choisi. Tout ça, ça passe par une nécessité de réviser, de revoir, de réinterroger le fonctionnement des conseils de vie sociale, de les moderniser, de les restructurer, à la fois ceux qui existent aujourd'hui, puis d'en inventer de nouveaux modèles, sans doute, des modèles plus souples, des modèles en tout cas qui laissent plus la part à l'expression quotidienne de nos aînés. Et puis, une proposition également autour de la création d'un conseil des seniors dans les communes de plus de 10 000 habitants. Donc, on choisit 10 000 habitants parce qu'il faut choisir une jauge à un moment. Et que l'idée, c'est de pouvoir, au fond, un peu à l'image de ce qui existe de conseils des jeunes, conseils municipaux des jeunes, pouvoir associer à l'ensemble de la prise de décision nos aînés. Et voilà donc une façon, sans doute, de redonner du sens au mot citoyenneté. La numéro 11, ça fait écho à ce que j'évoquais tout à l'heure autour de la question des hospitalisations et de la place de nos aînés à l'hôpital, au fond. C'est autour, de manière générale, de la spécialisation de prise en charge urgente des personnes âgées. On a là 3 axes majeurs. Le premier, c'est pérenniser les référents en gériatrie. Le deuxième axe, qui est un axe autour de la question, on a vu d'ailleurs dans certains établissements sanitaires, qu'elle a bien fonctionné au début de la crise. C'était la question de l'accueil spécifique dans tous les services d'urgence. On a mis ce nombre de fast-track, pardon pour l'anglicisme, pas très à l'aise avec l'anglais, mais c'est pas grave, qui ont été mis en œuvre dans certains hôpitaux et qui ont bien fonctionné. Donc il faut aussi capitaliser sur cette expérience-là. Et puis également des places d'accueil en urgence dans les EHPAD et les résidences autonomie. Ce n'est pas nouveau. Il y a longtemps que c'est des propositions que la pas porte. Ça a existé ici ou là, mais on voit bien, et Annabelle l'évoquera tout à l'heure, que la complexité des financements, notamment de ce secteur, et de la gouvernance de ce secteur, ce sera la 3e partie de notre plateforme, pose de vraies difficultés aujourd'hui en termes de capacité à construire ces liens entre EHPAD et résidence autonomie autour de places d'accueil d'urgence. Il faut en tous les cas éviter au maximum les temps d'attente trop longs et les ruptures de parcours, parce que c'est ça aujourd'hui qui existe. Et puis enfin, sur cette deuxième partie, ce deuxième grand axe, la proposition numéro 15, qui touche au fond évidemment à des sujets d'actualité extrêmement importants autour de la réforme, de la transformation du modèle d'accompagnement. Je le disais, c'est dans des logiques de réponse adaptée aux attentes et aux besoins,
et dans une logique de décloisonnement, dans une logique de simplification des parcours. Et là, il convient aujourd'hui, en tout cas nous pensons à la fin des pas, de réorganiser le secteur médico-social, sans opposer domicile et établissement, bien évidemment. Ça doit être gagnant-gagnant. Il ne peut pas y avoir de supplétif des uns par rapport aux autres, et à la fin des pas, nous souhaitons que l'ensemble des acteurs soient traités, évidemment, soient gagnants dans cette transformation du modèle. Avec des logiques d'EHPAD de demain qui voient le jour sur le terrain, on a déjà beaucoup d'expériences de nos adhérents qui nous disent, ça y est, on a inventé des logiques d'EHPAD de demain, des logiques de lieux ressources, des logiques de plateformes ouvertes autour des services à domicile, autour des SIAD, autour de l'ensemble d'acteurs d'un territoire. Et ces expériences-là, nous pensons que c'est là-dessus qu'il faut se baser pour construire des vraies stratégies politiques dans le cadre d'une réforme des politiques d'accompagnement du grand âge. Conquérir les cœurs de ville, la citoyenneté ne peut s'exercer qu'en conquérant les cœurs de ville. La ville doit être ouverte et les établissements doivent l'être aussi. Et c'est à ce prix-là que nous pourrons effectivement transformer et accompagner. Et puis évidemment, faire en sorte que l'ensemble des services de la ville et des politiques de la ville puissent se construire autour des habitants, quel que soit leur âge, quel que soit leur niveau d'autonomie et quelle que soit leur volonté. Tout ça, au fond, ça passe par l'idée d'ouverture des établissements vers l'extérieur pour favoriser les échanges et pour faire aussi en sorte que nos établissements soient d'abord et avant tout des lieux de vie. Nous y tenons largement et je pense que c'est véritablement comme ça, dans cette direction-là, que le secteur doit évoluer. Annabelle. Merci. On va donc vous présenter la troisième partie, qui est donc stabiliser la gouvernance et les moyens des territoires, et les financements, des territoires des moyens essentiels. Aujourd'hui, nous constatons encore de trop nombreuses complexités organisationnelles et administratives qui sont liées évidemment à une gouvernance complexe, à des financements trop cloisonnés. La FNADEPA appelle donc à un Big Bang de la gouvernance pour mettre fin aux inéquités territoriales qui conduisent évidemment à des différences de traitement entre les personnes âgées, qu'elles vivent à domicile ou en établissement, et que nous ne souhaitons plus voir perdurer. Notre proposition, forte, parce que c'est celle-là qui va emporter toute la suite, c'est de simplifier la gouvernance par un pilote unique. Nous avons évidemment dans le secteur des EHPAD, notamment d'un côté les départements, de l'autre les agences régionales de santé, les résidences autonomie, elles relèvent des conseils départementaux, tout comme les services à domicile. Bref, on a une gouvernance qui est très complexe aujourd'hui et qui ne permet pas l'émergence finalement de dispositifs de réponse transversaux, comme l'évoquait juste avant Jean-Pierre Rizzo. On appelle à un décloisonnement des modèles. Nous souhaitons que les structures qui portent des EHPAD puissent porter demain une résidence autonomie ou un service à domicile, du portage de repas, en simplifiant les dispositifs sans avoir une complexité administrative. Et ça passe aussi par une simplification de la gouvernance et des interlocuteurs auxquels s'adressent les structures. Nous souhaitons donc que les agences régionales de santé deviennent des agences régionales de santé et de l'autonomie pour finalement renforcer cette dynamique forte auprès des acteurs de l'autonomie et qu'ils puissent finalement superviser et être le référent de l'ensemble du champ médico-social, des EHPAD bien sûr, mais aussi des résidences autonomie qui ne sont pour l'instant pas dans leur champ d'activité. Et on a vu à quel point ça peut être compliqué pendant la crise du Covid et ça l'est encore, mais aussi des services à domicile, bref, de l'ensemble du champ gérontologique pour permettre une véritable cohérence. Cela doit s'accompagner d'un tarif socle national, par exemple, pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile. Aujourd'hui, on a des tarifs très différents selon les départements, mais aussi d'une valeur de point GIR nationale pour les tarifs des EHPAD. Tout ça, c'est un peu technique, mais je sais que ça parlera à un certain nombre d'entre vous. Cela permettra bien sûr une meilleure égalité, en tout cas une meilleure équité de traitement entre les personnes âgées, quel que soit leur lieu de vie, et ça me semble important en termes de justice sociale. Les ARS ont perdu environ 20% de leur effectif depuis 10 ans et on voit bien qu'une montée en charge sur le secteur de l'autonomie devra s'accompagner impérativement d'une hausse des effectifs pour permettre d'accompagner au mieux ces ARS. Nous avons fait dans le cadre de l'enquête la mission parlementaire d'Agnès Firmin-Lebaudot sur les ARS, une enquête auprès de nos adhérents. Nous tenons bien sûr les résultats à votre disposition. Et les 3/4 de nos adhérents nous disaient que seule l'ARS avait été très présente à leur côté pendant la crise Covid. Et on était à peine un peu plus de 10% au niveau des conseils départementaux. Donc on voit bien que ça répond également à un besoin et à une vraie transversalité des ARS qui sont tant sur le soin que sur l'accompagnement. Enfin, cela devra
transformer les conseils de surveillance des ARS en conseils d'administration, de sorte d'intégrer les conseils départementaux qui, bien sûr, vont garder, à notre sens, une mission importante en termes de prévention qu'ils remplissent très bien au travers de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie. Donc l'objectif, c'est que chacun garde une place, mais que les ARS deviennent le pilote des politiques médico-sociales. La proposition 22 est bien sûr celle sur le financement. Alors, elle ne sera pas forcément très détaillée, mais on ne pouvait pas vous présenter une plateforme politique avec 25 propositions ambitieuses sans mettre les crédits en face. Comme le disait Jean-Pierre Izzo en introduction de cette conférence de presse, nous avons choisi de ne pas réinventer ce qui a été très bien calibré par le rapport Libault et donc de conserver les estimations qui ont été faites et qui nous paraissent encore tout à fait adaptées, c'est-à-dire 9,2 milliards d'euros supplémentaires nécessaires d'ici à 2030 pour accompagner dignement les personnes âgées. Aujourd'hui, le budget est déjà de 24 milliards d'euros, donc on voit qu'on a un vrai coup en avant à faire, et surtout qu'on doit doter la 5e branche, qui aujourd'hui existe, des moyens suffisants pour permettre finalement d'améliorer significativement l'accompagnement des personnes âgées. La proposition 25, enfin, est une proposition importante qui n'est pas qu'une question technique, contrairement à ce qu'on pourrait penser de prime abord. L'aide sociale à l'hébergement aujourd'hui est une politique qui doit être révisée puisque nous constatons des écarts conséquents entre les règlements départementaux d'aide sociale qui sont source d'inégalités et de complexité. Comme d'autres sujets que nous évoquions au préalable, les personnes âgées n'ont pas forcément le même type de traitement selon les territoires où elles se situent. Nous souhaitons donc la mise en place d'un socle de règles minimales communes sur ce sujet et une grande réforme de l'aide sociale. Nous l'avions d'ailleurs porté en interfédération il y a plusieurs mois à destination du gouvernement. Nous avions adressé un courrier sur ce sujet. Nous espérons vivement que la réforme du grand âge et de l'autonomie et la loi, dont la loi serait le fer de lance, pourra évidemment traiter ce sujet-là. On a donc fait le tour des propositions. Je repasse la parole à Jean-Pierre Izzo. Merci Annabelle. Merci. Voilà, nous avons, je crois, respecté à peu près le timing et c'est heureux. Donc, en guise de conclusion, pour ne pas justement le dépasser ce temps maintenant, quelques mots très rapides, vous dire effectivement que, on le sait, l'enjeu aujourd'hui de cette réforme du grand âge, de cette réforme de l'accompagnement du grand âge, de cette réforme de notre secteur est vital. Il est vital et il est vital sur, au fond, au moins 3 sujets. Le premier plan, c'est un enjeu social. Le deuxième, c'est un enjeu économique. Et le troisième, c'est un enjeu sociétal. Au fond, on voit bien que, certes, ce secteur a des contraintes, a des exigences, mais il est aussi riche sur plusieurs sujets. Et je voudrais juste dire que, évidemment, au niveau sociétal et social, et nul ne peut douter de cela. Mais au niveau économique également, vieillir aujourd'hui est une chance, il faut la saisir. Et vieillir, c'est aussi une chance formidable en termes de finances et d'économie. Ça crée des emplois, Annabelle l'a dit. Ça fabrique des vraies logiques territoriales, ça répond à des besoins. Et cette réalité-là aujourd'hui, nous pensons que rien ne peut être plus important que cette réforme du grand âge. Donc il est extrêmement important, et je l'ai dit en ouverture de cette conférence de presse, il est extrêmement important que la réforme du grand âge arrive, qu'elle arrive vite, qu'elle soit structurée autour d'une loi grand âge et autonomie. Je le dis, je le répète formellement, je l'ai dit au colloque des politiques vieillesse, la FNADEPA ne se résigne pas à un report de la loi grand âge et autonomie, nous ne nous résignerons pas. Voilà, donc nous comptons évidemment sur vous, sur les relais que vous allez vous faire de cette plateforme, de cette conférence de presse, pour nous aider à promouvoir ces paroles, ces propos, pour nous aider à les faire vivre et à continuer à les mettre en place. Évidemment, nous resterons à votre disposition là, dans les 15 ou 20 minutes qui sont maintenant imparties pour traiter vos questions immédiates, et je sais qu'elles seront nombreuses, je n'en doute pas. J'espère en tous les cas. Et si tel n'était pas le cas, nous resterons à votre disposition à plus long terme, à partir dans 1 heure, et dans les jours qui viennent, pour pouvoir vous présenter l'ensemble de ces propositions-là, et pour pouvoir évoquer avec vous aussi, bien sûr, les questions d'actualité dans nos établissements, dans nos services et au bénéfice des personnes âgées aujourd'hui dans notre pays. Voilà. Merci beaucoup encore une fois. Merci à tous pour la réalisation de cette conférence de presse. Et puis